Jamais les esclaves n'ont accepté leurs conditions. Jamais ils n'ont laissé une seule loi les anéantir. Aux Antilles, à La Réunion, en Guyane, un personnage est né au forceps du code noir et de l'asservissement. Le nègre marron. Celui qui résiste, celui qui crie à la face du maître qu'il n'accepte pas son système. Cette société n'a jamais été une société entièrement servile au sens d'avoir accepté, je dirais, ce qui se passait. C'était une société avec des révoltes, des résistances à révolte. C'était une société où la résistance était le phénomène social total. C'est-à-dire qu'au fond, ce n'était pas tant la possibilité ou la non-possibilité de l'échange entre les possédants et les non-possédants, c'était la résistance. Sur la plantation, qui coupe la canne, c'est pas un dominé, c'est pas quelqu'un de soumis. C'est quelqu'un qui au jour le jour pourrit la vie du maître et qui résiste au jour le jour et qui détourne ce qu'on lui impose. Le Béquet Pierre de Sales a écrit au 19e siècle un livre qui s'appelle Mémoire d'un colon à la Martinique, où au jour le jour il écrit sa vie sur l'habitation Nouvelle Cité à Sainte-Marie, qui existe toujours d'ailleurs, l'une des plus grandes, sinon la plus grande habitation de la Martinique. Il faut voir ce qu'il écrit. Aujourd'hui, 15 mulets ont disparu dans la nuit. 3 jours après, tous les outils de l'habitation ont été volés. Quelques jours après, un incendie s'est déclenché. Ça veut dire que quoi? Le nez qui coupe la canne, il n'est pas parti marronner dans les bois, il est resté là, mais il pourrit la vie du maître. Il vole les outils, il incendie, il empoisonne les mulets. Je veux dire qu'il ne faut pas voir uniquement le marronnage spectaculaire de celui qui s'enfuit, il faut voir le marronnage au quotidien. À La Réunion, dans le secret des vallées profondes, les marrons ont trouvé des refuges inaccessibles. La résistance au maître a dépassé la simple fuite ou l'acte de rébellion. Ils se sont appropriés les lieux, les ont sanctuarisés, avec en eux la mémoire de l'Afrique et des ancêtres. Restent aujourd'hui des noms sur des paysages, Salazie, le cirque de Mafat, Silaos. Des noms qu'aucun code n'a réussi à gommer. Silaos signifie le lieu qu'on n'abandonne pas, le lieu d'où l'on ne revient pas. Ça signifie que c'est l'espace de la transcendance, c'est le lieu du grand passage. C'est le lieu où il faut s'y rendre pour mourir. « 1848, loin des îles, l'esclavage est aboli. Le code noir ne sera plus jamais appliqué dans aucune des anciennes colonies. Reste le racisme, la colère, la révolte des marrons, le cri qui ne s'est jamais tu. 100 ans après l'abolition, un autre marron s'est levé. Aimé Césaire. Césaire, le nègre, qui va défier l'ordre colonial. Le marron n'incendie plus les plantations, il ne vole plus les mulets du maître. Il écrit, la plume trempée dans la colère. Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Et quand il dit ça, il s'adresse à la civilisation française. 1955. Le discours sur le colonialisme, un pamphlet de 80 pages, est publié aux éditions Présence africaine. Son auteur, Aimé Césaire, est martiniquais. Il est député et maire de Fort-de-France. En 1955, Césaire n'est pas un inconnu. Poète d'un immense talent, il a déjà publié plusieurs ouvrages, dont le célèbre Cahier d'un retour au pays natal. Mais le discours sur le colonialisme n'est pas un livre comme un autre. C'est d'abord le cri du nègre marron.
c'est une continuité. C'est-à-dire que ça ne s'est pas fait dans la même langue que le marron, qui ne parle pas français, c'est pas avec les mêmes termes que le marron, parce que Césaire manie des concepts, mais Césaire est un rebelle, est un marron à sa manière, et Césaire a été le premier avec ce discours sur le colonialisme à dénoncer quand même de manière implacable, parce que c'est un discours qui est implacable, non seulement le sort qui a été fait aux Antilles, mais à tous les pays colonisés. Et pour moi, d'ailleurs Césaire disait lui-même, je suis un nègre marron. Trenel, un quartier populaire de Fort-de-France. C'est là qu'Aimé Césaire a bâti sa carrière politique. Le parti qu'il a fondé en 1958 règne en maître sur la vie politique martiniquaise. Pour comprendre le discours sur le colonialisme, il faut d'abord faire un détour par la case politique. Césaire arrive à la mairie de Fort-de-France en 1945. L'état de la ville est désastreux. Nous sommes arrivés aux responsabilités municipales en 1945 et nous avons trouvé une montagne de problèmes à régler. Mais il y en avait deux qui dominaient tout le reste, c'était les problèmes de santé et d'éducation. Et alors nous nous sommes attachés à ces problèmes majeurs de santé et d'éducation. Mais la tâche n'a pas été facile, parce que comme nous n'avions pas mis notre programme dans notre poche et que nous l'avions affiché partout, à savoir que nous voulions faire de la colonie de la Martinique un département et ultérieurement une région autonome, on nous a fait la guerre à tous les niveaux, au niveau de l'État, au niveau du Conseil général, au niveau de l'association du maire et de la manière la plus efficace, en nous supprimant toutes les subventions auxquelles nous pouvions avoir droit. Le discours sur le colonialisme est écrit pendant la période la plus dure de l'après-guerre. Le paludisme et la typhoïde infestent la Martinique. Socialement, rien n'a changé depuis le temps de la colonie. Pour les militants historiques du PPM, le texte a laissé le souvenir d'un électrochoc. Comment ça peut sortir de la tête de nègre? Comment ça peut sortir de la tête de nègre? Et puis je Martinique encore. Qu'est-ce que nous sommes dans le monde, un petit pays comme nous, pour produire un phénomène comme ça? C'est vraiment le hasard, comme dit Césaire, est objectif. Et ça, c'est quelque chose qui te pénètre, qui te révolte, qui te pousse, même au crime, je dirais, tellement que c'était fort et puis puissant, quoi. Même franchement, Césaire dénonce tout, il dénonce les intellectuels, il dénonce tous ceux qui tous les grands intellectuels, qu'on croyait qu'ils étaient des gens formidables, Césaire le ramène à zéro, quoi. Hein? Le discours sur le colonialisme est un réquisitoire impitoyable. Si le Code noir était la négation de l'homme servile, le discours est une véritable entreprise de démolition du colonialisme. Les mots sont durs. Césaire cogne avec le talent du poète et la colère de l'homme politique déçu. En 1946, il a obtenu que la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion et la Guyane deviennent des départements français. Sur le terrain, la situation n'a guère changé. Le colonialisme est toujours bien présent. Les gens pensaient que, en devenant un département français, eh bien, c'était non pas la transformation, non pas l'assimilation, mais ce qui se recherchait confusément, c'était la suppression du régime colonial, la fin du pouvoir dictatorial des gouverneurs, la fin de la discrimination raciale. De la colonie, on était venu département. Et la départementalisation ne se donnait pas d'une manière massive, mais par tranche et par morceaux. De sorte que la situation était une situation d'énervement et de revendication un petit peu générale. Le cri d'Aimé Césaire n'était pas seulement une réaction à l'échec de la départementalisation. Comme tous les intellectuels de sa génération, Césaire affronte le totalitarisme. Communiste, il a milité dans les rangs du parti jusqu'au moment de la rupture. En 1956, un an après le discours sur le colonialisme, Césaire écrit à Thorez, premier secrétaire du parti. Les mots sont aussi durs que dans le discours. Ce que je veux, dit-il,
c'est que marxisme et communisme soient mis au service des peuples noirs et non les peuples noirs au service du marxisme et du communisme. En fait, le discours sur le colonialisme, comme la lettre à Thorez, ont des origines plus lointaines. Le marronnage commence en 1935. Avec le Sénégalais Senghor et le Guyanais Damas, Césaire forge un mot nouveau, la négritude. La négritude a répondu à une recherche de l'identité. La négritude, c'était pour nous avant tout remonter aux sources, comprendre, nous comprendre nous-mêmes. Mais nous ne pouvons pas nous comprendre nous-mêmes si nous ne nous situons pas dans le grand courant de la pensée africaine. La négritude qui apparaît à ce moment-là, qui est un mot créé donc par Aimé Césaire avec la complicité de Léopold Sédar Senghor, donc va commencer à s'exprimer, commencer à faire son chemin. Quelques années plus tard, en 1939, sort dans la revue Volonté le cahier d'un retour au pays natal, et tout cela c'est un immense mouvement donc, qui va se développer et qui va donner en particulier, quelques années plus tard encore, Discours sur le colonialisme, qui est un texte absolument fondateur pour les pays du tiers-monde, on peut le dire. Dans les années où Césaire, Senghor et Damas forgent les idées de la négritude, l'image de l'homme noir s'est considérablement dégradée. Dans les années 30, de la publicité Banania aux réclames sur les savons qui blanchissent les nègres, le racisme est partout, comme au temps du Code noir. Pour les très rares jeunes intellectuels des colonies, le moment est venu de marronner. La réponse au racisme, ce sera tout d'abord des revues où le mot nègre revient dans tous les titres. Vous avez le journal des nègres, vous avez la revue des nègres, vous avez surtout vous avez la revue du monde noir, créée par les sœurs Nandal. Et donc dans tout ce contexte-là, si vous voulez, vous avez une sorte de reconnaissance des valeurs nègres. Et c'est extrêmement important parce que ce mot nègre qui apparaît là comme cela à Paris, dans le Paris des années 30, qui peut être expliqué par deux citations. D'une part, celle de René Ménil, qui dit « Nous ramassions des injures pour en faire des diamants ». Et le mot nègre, à l'époque, était une injure. Et Césaire dit de son côté « Le mot nègre sortit tout armé du hurlement d'une fleur vénéneuse ». Parce qu'il s'agit d'en faire une arme, précisément. Il s'agit de dire, justement, ce qui se dira plus tard, nous sommes nègres, mais nous sommes fiers. Le discours sur le colonialisme porte en lui l'héritage de la négritude. Mais en 1955, date de sa parution, la situation dans l'Empire français s'est durcie. En Indochine, la France a été vaincue après une guerre de 8 ans. En Algérie, une autre guerre commence. Partout, l'Empire craque. Dans ce contexte, le cri du marron va trouver son écho. Un homme va se lever, un autre Martiniquais, plus radical que Césaire, plus combattant, plus marron, Frantz Fanon. Fanon va dire, mais réalisez-vous tel que vous êtes. Ça n'est pas la peine de vous regarder avec les yeux de l'autre. Essayez ou tentez de vous regarder avec vos propres yeux. Et si vous réalisez cette chose-là, vous avez toutes les chances du monde de vous désaliéner. Donc cette sortie-là, qui va vous permettre de prendre conscience de ce que vous êtes, sera en même temps une sortie de tous les esclavages. Ce qui va faire dire d'ailleurs à Fanon qu'il n'est pas esclave de l'esclavage.